Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e et dernier épisode d'À l'origine de Belle-Niolles. On va parler vision de la marque et future gamme. Mathieu te partagera aussi les 2 erreurs qui l'ont marqué et fait grandir dans son parcours d'entrepreneur dans la boisson. Allez, c'est parti. Pour ce dernier épisode, j'aimerais qu'on parle un peu de l'avenir de Belle-Niolles. Comment est-ce que toi tu vois les choses de ton côté pour 2024, voire plus si tu as une vue un peu? Alors, je peux au moins parler pour 2024. Pour plus, je ne sais pas encore. Et de toute façon, il y a plein de choses qui peuvent changer en chemin. Mais donc aujourd'hui, on a effectivement pas mal parlé de la gamme Belle-Niolles. On a mentionné un peu la gamme essentielle Belle-Niolles. Et ça, c'est une gamme qu'on va tendre à développer de plus en plus. La gamme essentielle, donc c'est des spiritueux plus classiques, toujours travaillés de la même manière avec des petites distilleries artisanales indépendantes françaises, où aujourd'hui on fait une vodka, on fait un gin, et là l'objectif c'est de sortir rapidement un rhum, donc un rhum qui normalement devrait venir de la Réunion, pour le petit teasing et pour la petite annonce en avant-première. Euh, donc ça va être les gros chantiers de 2024, notamment sur cette gamme essentielle où moi je crois beaucoup à une chose dans les spiritueux, au même titre que dans le vin, c'est l'avenir du bib. Et l'avenir du... Nous on fait beaucoup de bib de 5 litres maintenant. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est un Le bib bib, c'est le bag-in-box, c'est le cubi qu'on a souvent l'habitude de voir peut-être dans des supermarchés ou dans des restos pour les vins au verre, et où on a une image qui est ancrée dans notre tête de forcément un contenant qui aura des choses de mauvaise qualité à l'intérieur. Chose qui est complètement fausse. C'est juste une plus grande quantité. C'est juste une plus grosse quantité. Alors effectivement, on va peut-être pas mettre un Bourgogne qui vient de passer 50 ans dans une bouteille, dans un bib. Mais pour un vin à boire tous les jours, sympa, on peut y mettre des très bonnes choses à l'intérieur. La même chose pour les spiritueux. Aujourd'hui, dans un cubi de 5 litres, c'est l'équivalent de 7,2 bouteilles, avec un emballage qui part au tri immédiatement, et une conservation qui se fait hyper bien. Donc pour moi, ça c'est l'avenir. C'est aussi, on commence à le faire sur la gamme Belle-Niolles, sur certains de nos produits où on a des grosses rotations chez nos clients. Je pense notamment à la liqueur de melon, même la liqueur de sapin ou le calvados, où on fait du cubi de 5 litres. Mais Pour donc les, t'imagines ça, pour le B2B, je le comprends. pour Pour le le B2B. B2C, tu l'imagines aussi? Alors non, pas trop pour le B2C. Effectivement, pour le B2C, passer un cubi de 5 litres de calvados, il faut être beaucoup. Parce que de toute façon, il faut toujours consommer avec modération, donc il faut être beaucoup pour pouvoir le vider. Et c'est sur des produits où typiquement un bar a passé 6 bouteilles dans la soirée. Donc un carton, c'est pas forcément ce qu'on va faire ch- chez soi personnellement. Donc du coup, pour moi sur la partie B2C, ça c'est des produits qui ont de l'avenir, et c'est là-dessus qu'on va essayer de bosser en 2024 pour développer cette partie-là et pour éduquer les gens au fait que le conditionnement ne change pas la qualité du produit qu'on propose. Donc il y a cette partie-là. Donc sur cette gamme essentielle, on va donc sortir le rhum, et on va aussi essayer quelque chose de nouveau pour des gens qui font des spiritueux. C'est qu'on va proposer dans notre gamme essentielle, à côté euh, de la vodka, du gin, du rhum, on va également proposer le blanc, le rouge, le rosé en vin. Donc c'est un test qu'on va faire. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais aujourd'hui, les établissements avec lesquels on bosse servent aussi des vins au verre. Euh, Moi, je viens d'une famille de viticulteurs, donc voilà, j'ai une improvisation qui est plutôt simple. Et le but, c'est de pouvoir, encore une fois, élargir la gamme pour proposer un service complet à ces établissements qui, au même titre qu'ils vont servir un gin tonic, vont servir un verre de vin blanc ou un verre de Ouais. rosé l'été.
Donc du coup, ils ont besoin de tout ça et nous, on va être là pour leur proposer. Euh, c'est des produits qu'on va commencer à vendre à partir de janvier, ça, le blanc, le rouge, le rosé. Donc on va voir comment ça se développe de ce côté-là. Et ensuite, sur la gamme Belgnol, il y a un objectif depuis quelques mois de sortir un nouveau produit euh, qui serait une eau de vie de framboise. Euh, Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore allé trop vers l'Alsace. Et en Alsace, alors on est allé un petit peu en dessous à Dijon, mais en Alsace, ça fait partie des endroits vraiment où les spiritueux sont ancrés dans le terroir régional. Et donc du coup, on veut travailler en Alsace sur la gamme Belgnol. Et on veut travailler une eau de vie. Moi, la framboise, c'est une eau de vie que je trouve absolument magnifique quand elle est bien faite, parce que on a vraiment, enfin quand c'est bien fait, on a l'impression de croquer dans le fruit. Et, euh, et c'est justement, on veut aller chercher ce fruit-là en Alsace. Donc ça, c'est les projets de développement. Et puis après, c'est toujours se concentrer sur la même chose, vendre des bouteilles et avoir de nouveaux clients. Et puis surtout des clients qui recommandent des bouteilles, parce que ça veut dire que notre client est content Ouais. quand il recommande. Et ça, c'est le plus important. Parce que se battre pour vendre une bouteille une fois, c'est sympa, C'est mais un coût d'acquisition qui... c'est un coût d'acquisition qui est énorme. Et puis, plus les clients rachètent chez nous, ça veut dire plus ils sont heureux de nos produits et plus les produits correspondent à ce dont ils ont besoin. Donc c'est ça qu'on veut essayer de développer. Ça marche. Là, j'ai quelques petites questions, un peu plus, je pense, sur l'entrepreneuriat de manière générale. Une question de Simon, d'Alaba Armagnac. Avec les 4 années de recul, quelle est la plus grande erreur que tu penses, vous avez fait dans les premiers mois? Parce que lui, il est dans les premiers mois, si vous avez écouté la série sur À l'origine d'Alaba Armagnac, vous savez qu'il est dans les premiers mois de son expérience, donc il est très intéressé d'avoir tes conseils et ton retour d'expérience sur les premières erreurs que lui pourrait éviter de son côté. C'est une très bonne question et on en a fait beaucoup des erreurs, je pense. Mais après, c'est des erreurs qui nous ont fait apprendre et qui nous ont permis ensuite de plus les refaire. Je, une première erreur, alors ce serait le choix du nom pour nous. Ça a été une erreur, mais qu'on on pouvait pas anticiper le Covid, on pouvait pas anticiper le développement des cocktails pré-embouteillés. On aurait pu anticiper qu'on faisait des spiritueux français et qu'on n'avait pas anglicisé notre nom. Mais bon, euh, au-delà de ça, il y a, il y a deux erreurs. Euh, je pense qu'ils sont les erreurs les plus importantes qu'on ait fait. La première erreur, c'est, et on avait été prévenu, hein, tout le monde nous l'a dit, ça va se passer comme ça. On a dit non, vu que nous on est prévenu, on va faire différemment. La douane? Non, c'est quand on lève des fonds et que d'un coup on a plein d'argent sur son compte en banque, on se dit on peut tout faire. Et on a tendance à dépenser sans faire attention. Et du coup, à plus forcément aller négocier les tarifs avec des fournisseurs, à investir dans des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. On va Euh, prendre des raccourcis un peu peut-être. voilà, à prendre des raccourcis. Et en fait, c'est du coup, c'est des raccourcis, on se dit qu'on peut le faire, donc on le fait. Et si on n'avait pas eu ces moyens financiers-là, on n'aurait pas fait les choses de cette façon-là et on aurait essayé alors soit de le faire par nous-mêmes, soit on aurait plus réfléchi à l'intérêt de ce qu'on voulait faire avec ça. Je pense notamment, on a lancé des infusions pour gin tonic à un moment en se disant, ces infusions pour gin tonic, c'est l'avenir parce que tout le monde boit des ginto, donc tout le monde veut se faire un ginto comme dans un bar chez soi. Donc on va proposer ces infusions pour gin tonic. Et on avait les sous pour le faire et on l'a fait, mais sauf que ça nous a complètement décentré de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire vendre des bouteilles de spiritueux.
Et c'est un produit complètement annexe. Alors c'est un produit sympa qui, je pense, a un avenir. Et aujourd'hui, il y a une boîte qui s'appelle Infuse Me qui se concentre uniquement là-dessus et qui fait des choses hyper bonnes, hyper bien conceptualisées, etc. Euh, et du coup, je pense qu'effectivement, ça peut marcher. Mais sauf que quand on essaye de faire 40 choses en même temps, il faut rester vraiment concentré sur son objectif, sur Ouais. ce qu'on sait faire, et pas essayer de partir dans tous les sens. Ce qui, je pense, est un bon conseil pour pas que l'entrepreneuriat dans la boisson, mais de manière générale, déjà essayer de masteriser, d'expertiser un peu et d'optimiser ce qu'on fait avant peut-être d'ouvrir d'autres choses. Ouais. Voilà, avant de se dire, mais en fait, je peux tout faire, parce qu'en plus, quand on se lance, euh, on est plein d'énergie et on se dit, ah, mais tout est possible, et on a plein d'idées, et il y a un champ des possibles qui est énorme. On n'a pas encore une direction parfaite et on se rend compte que les choses peuvent Ouais. changer rapidement. Et ça, typiquement, c'est une erreur qu'on a fait quand on a fait pour reparler de business plan, quand on a fait le business plan de notre levée de fonds, on avait prévu de lancer un bar distillerie. On avait prévu de vendre du doux comme un agneau. Alors c'est un vin pétillant partiellement fermenté, ça qu'on fait également. Euh, et on se disait que c'était une hyper bonne idée. On avait prévu de vendre plein d'infusions pour gin tonic et on avait prévu de vendre nos produits Belgnol. Et c'est la remarque que certains des potentiels investisseurs nous ont fait. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas allé au bout du dernier round d'investissement dont on a parlé dans l'épisode précédent. Euh, c'est parce qu'on n'était pas assez concentré sur notre projet. Et on était fougueux et plein d'envie, mais pas assez concentré. Et donc ça, je pense que ouais, c'est vraiment hyper important de se dire on sait faire quelque chose, concentrons-nous sur ce qu'on sait faire. Ouais. Ouais, je vais prendre une métaphore un peu dans le champ lexical de la boisson, mais en vrai, ça vous dilue. Ça dilue ton propos. C'est un peu, enfin, le glaçon dans le cocktail est très bon, est très important, mais mine de rien, à la fin, si tu laisses ton glaçon prendre toute cette part, ça dilue ta matière première en Ça fait. dilue la matière première, les gens comprennent plus forcément Oui, le message en plus parce que on arrive avec plein de références qui n'ont pas forcément de cohérence entre elles. Ils se disent mais en fait s'ils font tout ça veut dire qu'ils font rien de bien ouais, globalement. Si on fait une chose, on peut la faire bien. Si on fait tout, on peut pas la faire bien. C'est comme quand on va au restaurant, s'il y a une carte avec 74 plats différents, c'est peut-être pas le restaurant où il fallait s'asseoir. ouais, tout à fait Euh, d'accord. et c'est pas là où la cuisine sera la plus travaillée sans doute. S'il y a un restaurant avec 4 plats, on sait où on va et voilà, il n'y a pas il y a pas à avoir peur de se dire ah mais qu'est-ce que c'est ce qu'on me présente là et comment est-ce qu'ils peuvent tout bien faire. Ouais. Donc c'est vraiment ouais. Ça, je pense que c'est le premier le premier enseignement et le deuxième enseignement c'est sur le recrutement. Parce qu'il y a forcément un moment où on peut se dire comme Simon, je peux plus y arriver tout seul. Et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'accompagne et j'ai besoin d'avoir des personnes qui rentrent. Et c'est le cycle normal normalement d'une entreprise en croissance. Et là-dessus, on minimise souvent, je pense, le temps à passer avec une personne pour faire son intégration dans la boîte. Ouais. Et en fait, je pense que ce temps-là, c'est le meilleur des investissements qu'on peut faire. Et plus on passera de temps avec cette personne-là, avec la personne qu'on recrute, euh, et plus l'intégration au sein de la boîte, la compréhension de la philosophie de la boîte, de ce qu'on veut amener, etc., se fera bien et sera hyper bien assimilé. Et on a tendance au départ à se dire ah, il faut vite faire les choses, il faut vite avancer, il y a plein de choses à faire, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Euh, mais il faut aussi de temps en temps prendre un peu de recul et se dire ok, alors là je vais peut-être avoir l'impression d'avancer moins vite pendant quelques mois, mais à la fin de ces mois-là, j'aurai quelqu'un de complètement autonome Ouais. et qui ira dans la même direction que moi Et qui me fera avancer et plutôt qui que me fera potentiellement me avancer. faire reculer. Voilà.
Ouais. Et ça, ouais, c'est le deuxième enseignement. Trop bien. Et ben voilà, Simon, tu as la réponse à ta question. Euh, quand on a retracé un peu toutes ces étapes, on se rend compte que c'est vraiment un travail de fou. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, vas-y, j'arrête? Est-ce que peut-être le départ à mon team a peut-être aussi soulevé la question de ton côté? Ouais, bah, bien sûr que ça a soulevé la question. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Tim, lui, typiquement, voilà, il s'est posé la question. Et lui, sa réponse a été de se dire j'arrête. Il était arrivé au bout d'un cycle, je pense. Euh, ça a été très dur pour lui de s'arrêter parce que bah, c'est notre bébé. On est parti de zéro, il n'y avait rien au début. Et aujourd'hui, on a vendu 13 000 bouteilles l'année dernière, 13 500 bouteilles. Ça peut paraître très gros, ça peut paraître minime, mais voilà, au début, il n'y avait pas de bouteilles vendues. Donc on a créé ça ensemble et le moment pour lui de se dire ok, j'arrête, ça a été prendre cette décision-là. Je pense que c'est une des décisions les plus dures qu'il ait jamais pris. Euh, mais pour lui, c'était plus voilà, ça répondait plus à ses attentes, à ses envies du moment. C'est de l'entrepreneuriat, c'est toujours avec des bouts de ficelle. Financièrement, c'est pas tous les jours la joie. Ça engendre énormément de stress. Il y a des semaines, on se lève, on se dit mais en fait pourquoi je fais ça? Je suis complètement con. Je ferais mieux genre d'aller travailler dans un bureau, faire un 9h 18h, fermer la porte et quand tu fermes la porte du bureau, bah, tout te sort de la tête. Dans l'entrepreneuriat, t'as beau fermer la porte du bureau, Ton eh, téléphone te suit, ton téléphone Ouais. te suit et puis tu te couches le soir, ça cogite, ça tourne, voilà. Donc oui, forcément, je me suis dit, est-ce que je vais continuer sans Timothée? On a fait ça tous les deux. Pourquoi est-ce que je continuerai tout seul? Est-ce que je me sens de continuer tout seul? Parce que quand on bosse à deux, justement, c'est ce qu'on disait aussi précédemment, c'est qu'on a une altérité avec quelqu'un avec qui on peut échanger. Il y a un autre dynamisme. Euh, j'ai passé 6 mois tout seul à l'atelier, là, dans notre bureau, à faire tout seul. C'est des moments qui sont un peu longs, où il n'y a personne avec qui parler. Alors j'écoute plein de podcasts à ce moment-là, donc c'était aussi l'avantage. Mais, euh, mais voilà, c'est de se dire, est-ce que j'ai encore l'énergie? Est-ce que, euh, est-ce que ma copine est d'accord pour que je m'implique encore plus dans ma boîte? Déjà qu'on est C'était pas mal. naturellement pas mal impliqué. Est-ce que je suis encore prêt à galérer? Est-ce que voilà. Donc il y a plein de questions qui se posent et je pense qu'elles continueront à se poser tous les 2 mois pour moi à peu près. Mais effectivement, au moment du départ de Tim, j'ai énormément discuté avec plein de gens qui sont dans le même secteur que moi, dans les spiritueux, et avec que j'avais rencontré au fur et à mesure des années, et de se dire, ok, mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a fait jusqu'ici? Est-ce que tu crois qu'il y a de l'extérieur, est-ce que tu vois une raison de continuer? Comment tu me conseillerais de continuer par rapport aux différents projets qu'on a en ce moment et tout? Et j'ai pris la décision du coup de continuer tout seul. Euh, la team il est parti en mars du coup de cette année, mais c'était une discussion qu'on avait déjà depuis novembre, décembre, enfin, depuis un an, il y a un an tout pile. Et à ce moment-là, moi j'ai passé mon mois de janvier, février, mars à aller discuter avec plein de monde, mais je me suis rendu compte que bah, je me suis déconcentré de l'objectif de ma boîte qui est de vendre des bouteilles. Et je me suis dit, bah voilà, si maintenant il faut que j'y retourne et en regardant les chiffres, en regardant voilà, la croissance de la boîte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On fait, on a fait x3 en chiffre d'affaires sur le dernier exercice par rapport au précédent. Donc la boîte, elle est en croissance. Il y a vraiment une demande de notre clientèle. On a des clients qui reviennent. Il y a des gens qui nous appellent sans qu'on ait Ouais. besoin de les faire venir. Donc il faut continuer et puis on se posera les questions Ouais. plus tard.
C'est un peu peut-être le moment un peu compliqué où il y a toute la fatigue peut-être des 4-5 ans passés qui ont été peut-être longs à se mettre en place, etc. Et à la fois, c'est le moment où ça commence à prendre. Il faut Voilà. rester là pour la suite, quoi. Il faut rester là pour la suite. Après, il faut faire attention aussi. Et ça, c'est une chose à laquelle j'ai énormément réfléchi, c'est de me dire pourquoi je reste là. Est-ce que il y a ce problème quand on monte une boîte, c'est on veut forcément réussir. Parce qu'on ne monte pas une boîte pour échouer. Alors, même s'il faut effectivement mettre en avant les échecs et que c'est pas mal d'échouer, personne monte une boîte pour échouer. Et voilà. Et donc, il y a aussi ce côté un peu qui peut être malsain dans la réflexion, de se dire, mais en fait, je continue juste comme un entêté tête baissée. Et donc, il faut quand même. J'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai discuté avec beaucoup de monde et j'ai montré les chiffres de la boîte, etc., à des gens pour être sûr que je fonçais pas tête baissée, juste en me cachant les yeux, en allant dans le mur. Et une fois que j'ai été convaincu que je ne faisais pas ça, là, je me suis dit, ok, C'est bon. c'est bon, on peut continuer. Ok. Une question un peu typique d'origine. Si tu repenses à l'idée originelle, alors peut-être pas la cave, peut-être plus l'idée que vous avez trouvée à votre sortie de distillerie de Berlin. Si tu repenses à l'idée originelle que tu avais en tête, à quel point est-ce qu'on en est proche aujourd'hui ? On n'en est pas si éloigné, en fait. Les chemins pour y arriver n'ont pas du tout été ceux que j'imaginais, mais on n'en est pas si éloigné à l'alambic près. Ah, pas mal. C'est quoi la petite étape qui te manquerait, qui te permettrait de te dire, ok, là, on est quasiment, on met les deux images en face, peu importe le chemin derrière, on est quasiment. Est-ce que c'est un produit en plus ? Est-ce que c'est C'est l'alambic. Ok, l'alambic. Ok, pas mal. C'est l'alambic. C'est un alambic dans le bureau. Ok. Et voilà, là, je pense qu'on sera pas mal. Ça marche. Et la dernière question, est-ce qu'il y a une boisson, un bar, un restaurant lié à la boisson dont tu aimerais entendre l'histoire dans Origine ? Un bar ou un resto dont j'aimerais entendre l'histoire. Ou une boisson ? Ou une boisson. C'est une bonne question, ça. J'avais pas fait mes devoirs, j'avais pas... Non, si, alors, c'est un resto légendaire dont je vais pas arriver à retrouver le nom, là, bien entendu, d'un chef 3 étoiles à Paris, qui fait un poulet, un canard qui coud avec une dinde, je crois, notamment. Je vais pas arriver à le retrouver. C'est dingue, ça. Pas de souci. Est-ce que tu as quelque chose auquel tu penses au niveau de la boisson ? Une histoire Eh ben, j'aimerais bien entendre parler de l'histoire du genièvre. Ok. D'accord, quelqu'un qui distille du genièvre. Ouais, Ok. parce que c'est un vrai savoir-faire, je trouve, qu'on a en France. C'est une boisson. On parle à n'importe qui du genièvre dans le Nord qui a plus de 60 ans. Tout le monde connaît. Passer la barre des 60 ans, plus personne connaît. Et il y a des choses absolument dingues à faire avec le genièvre. Et ça va du très gin au très whisky en profil aromatique. Donc c'est vraiment un terrain de jeu qui est dingue. Et aujourd'hui, il y a 2 distilleries en France qui font du genièvre. Et c'est une histoire oubliée qui est assez folle. Trop bien. Bah, merci beaucoup Mathieu pour ce moment ensemble. J'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à la prochaine. À bientôt. Et voilà, la série À l'origine de Belle-Nieul est finie. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire entrepreneuriale dans la boisson. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Moi, ça me motive à continuer.
Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram avec origine.podcast. J'y mets des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses. Mais je t'en dis pas plus et je te dis à la prochaine.